Merci Nicolas, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici, d'être parmi vous pour ces 27e rencontres de l'AMRE et certainement un grand merci à la présidente pour l'invitation. C'est important dans les temps comme ça qu'on est ensemble comme des professionnels de risque et parle sur cette grande question, le risque au cœur de la transformation. Et comme Nicolas vous a exprimé, on a commencé une grande transformation chez AXA, sur laquelle je vais revenir plus tard. Mais on va certainement parler sur la question de notion de risque dans notre monde. Et j'aimerais vous raconter un peu, c'est ce que j'ai vécu à Davos il y a quelques semaines. À Davos, tout le monde a parlé sur des grands risques 2019 et certainement sur deux grands risques qui sont les États-Unis et la Chine. Aux États-Unis, c'était la grande question de l'économie, c'était la grande question, est-ce que le mois de décembre qu'on a vu comme un mois boursier assez difficile, est-ce que c'était juste une exception ou une nouvelle réalité? Sur la Chine, on a beaucoup parlé sur la question de ralentissement économique, la question de la guerre commerciale et qu'est-ce que ça veut dire pour le monde, mais aussi pour nous. Et j'étais assez frappé par le fait que si on parle avec les chefs d'entreprise, les dirigeants, je n'ai pas vraiment senti cette notion de risque. Les gens ont été assez confiants. Ils m'ont dit, bon, où est le problème? Les fondamentaux sont bien. Mais je pense, si on regarde un peu où sont les vrais risques, on a peut-être oublié dans toute la discussion un grand risque qui s'appelle l'Europe. Et nous sommes au cœur de ce risque parce qu'en Europe, on a aujourd'hui une grande question d'une croissance assez faible, une question de la cohésion politique, si vous pensez à l'Allemagne, à l'Italie, au Brexit, mais certainement aussi devant notre porte en France. Et la grande question est, quels sont ces risques? Comment est-ce qu'on peut les gérer? Et parmi tous ces risques, j'ai identifié pour moi-même 3 risques qui sont importants à gérer pour nous tous. Le premier, c'est la question de la révolution technologique et du cyber. C'est un risque dont on parle beaucoup, mais est-ce qu'on a vraiment aujourd'hui la conscience de ce risque? Je ne pense pas. On n'est pas encore assez préparé à faire face à ce risque, malgré du fait que les attaques cyber se multiplient, qu'on utilise beaucoup plus des moyens de l'Internet of Things et qu'on a aussi une dépendance des systèmes informatiques qui rend le sujet pour nous un grand défi. Et on ne sait jamais, il faut se protéger, il faut investir, on ne peut jamais se protéger complètement parce que c'est un risque asymétrique, mais on doit avoir beaucoup plus de conscience. Deuxième risque, c'est le changement climatique. Et là aussi, à Davos, ce sujet était beaucoup plus présent qu'avant. Changement climatique dans le sens que ce n'est pas uniquement le risque du changement climatique soi-même, mais aussi les effets secondaires sur notre santé et sur autre chose. Parce qu'on voit aujourd'hui clairement que les écarts de température qu'on voit au niveau mondial, la question des catastrophes naturelles, et certainement pour vous, si vous vous rappelez de l'année dernière, les ouragans, les feux, c'est certainement quelque chose qui est en train de changer. Le troisième risque, pour moi, c'est la question de la transformation sociale. Et je pense qu'on a eu le message clairement en France par le mouvement des Gilets jaunes. Le monde du travail
est en train de se transformer. Il y a beaucoup des opportunités, mais aussi beaucoup de craintes. Et il faut s'adresser aux craintes. Il faut voir qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut aider en termes des nouvelles compétences pour demain, comment on peut accompagner nos collaborateurs vers ce nouveau défi. Soyons clairs, ce n'est pas quelque chose qu'on peut relire dans des bouquins où nos prédécesseurs ont fait la même chose il y a 20 ans. C'est quelque chose de très nouveau, c'est quelque chose de très incertain, et le dialogue, l'essai et le travail ensemble, c'est le seul moyen pour y arriver, mais ça nécessite aussi de rediscuter et de redéfinir notre modèle social, particulièrement en Europe, parce que l'Europe était toujours extrêmement fort en ce qui concerne notre modèle social très responsable. Qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise? Et Brigitte l'a bien dit, beaucoup de fois, les entreprises ont beaucoup plus de pouvoir que les États. Et nous sommes arrivés, encore une fois, à une période où c'est le cas. Prenez par exemple le risque climat. Qu'est-ce qu'on peut faire comme entreprise? AXA en était assez tôt dans le développement de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire. Et comme grand acteur de l'investissement, comme grand investisseur, comme grand assureur, on fait face à ce sujet des deux côtés, investissement et assurance. On a décidé très tôt de rediriger nos moyens d'investissement d'un investissement sur le climat, l'énergie classique, vers les investissements de l'énergie verte. On a eu beaucoup de protestes au début, mais ça a commencé à être un mouvement européen certainement, et je souhaite vraiment que ça continue au niveau global. La même chose est vraie sur la question du modèle social et sa transformation. Le phénomène des gilets jaunes nous a montré qu'il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on contribue. L'État a donné sa réponse, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que les entreprises se rassemblent et prennent leur part du pari et faire la même chose. Et c'est pourquoi j'étais très heureux de voir qu'en France, avant Noël, 13 entreprises s'est rassemblées très vite par des moyens digitaux pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aider, en plus de l'État, pour que ça soit mieux. Et chaque entreprise a donné des moyens d'apprentissage, des moyens de formation, mais en même temps aussi des services gratuits pour les gens qui en ont besoin. Tous ces risques, on peut toujours avoir deux avis. On peut avoir peur, ou on peut se dire, et certainement dans cette communauté, je pense que c'est le cas, non, c'est aussi une opportunité pour nous, parce que tous ces risques représentent un nouvel besoin de protection. Et moi, j'appartiens à cette deuxième école de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour qu'on puisse trouver des meilleurs moyens de protection qui font face à ces risques. Et chez AXA, vous avez vu, on a fait pari d'une nouvelle stratégie ambitieuse, quelques gens disent c'est même audacieuse, de transformation des risques financiers vers les risques techniques. Il faut se focaliser vers la demande, vers les clients. C'est certainement là, dans les risques de l'entreprise, dans les risques protection et santé, où le futur se retrouve. Et c'est pourquoi on a décidé de changer notre profil de groupe complètement. On était à l'époque 80% épargne et vie. Après la transformation, on va être à 80% des
risque technique. Et avec ce changement certainement de la cotation de notre filiale Vie aux États-Unis et de l'acquisition d'XL, on a certainement changé complètement notre profil en matière des risques entreprises. Avec cette combinaison, nous représentons aujourd'hui le plus grand assureur mondial pour les entreprises. Et cette combinaison donne la possibilité à chacun des deux pour faire quelque chose que les deux séparés n'ont été pas capables à faire. De vraiment travailler avec toutes les entreprises, du PME à la grande entreprise, de faire ça pour tous les types de risques, les grandes lignes de métier, mais aussi les branches très spécialisées et niches, et certainement dans toutes les géographies. Et je me rappelle très bien des discussions que j'ai eues avec des clients avant l'acquisition XL. C'était toujours une bonne conversation jusqu'au moment où le besoin américain est arrivé. Aujourd'hui, ces discussions sont beaucoup plus productives. Nous sommes ici, et nous sommes ensemble dans ce marché avec des risk managers, des courtiers. Et je sais quelquefois que ce marché n'est pas toujours le plus facile. Certainement, si on regarde la tendance des primes, on a vécu un cycle où les primes ont beaucoup baissé. Aujourd'hui, ça tourne et on fait face à des primes qui augmentent. Et je pense et je crois que ça va continuer comme ça pour quelque temps. Parce qu'il y a quand même quelques lignes des métiers qui sont plus en balance. Chez AXA XL, on a clairement décidé de ne pas réduire notre capacité, de vous accompagner dans cette période, mais quand même d'être très discipliné sur comment on va agir. L'acquisition XL, comme je le dis avant, nous donne l'opportunité de mieux accompagner nos clients, mais aussi de certainement travailler dans une façon très différente avec les courtiers. Parce que la combinaison des deux nous donne vraiment cet ensemble sur la totalité de la gamme de produits. On peut vraiment être partout, pour tout le monde, dans toutes les branches. Et cette expertise, pour nous, est très importante parce qu'on fait face aux défis de ce nouveau risque. Et cette cellule, ce savoir-faire est aussi la source pour l'innovation dont on a besoin. Beaucoup de fois, la question arrive, bon, les courtiers, les assureurs, vous êtes en concurrence ou vous êtes en équipe? Pour moi, il y a une seule réponse, nous sommes en équipe. Parce que ce n'est pas l'un ou l'autre qui va gagner, on va uniquement gagner ensemble. Et c'est pourquoi on va entrer aussi dans une nouvelle phase où on doit se demander qu'est-ce qu'on peut faire mieux ensemble pour nos clients, pour la qualité de service, mais aussi comment on peut mettre plus en avance le savoir-faire de sinistre qui est beaucoup de fois gardé derrière. Parce que ça, c'est la vraie preuve d'un bel travail entre assureurs et courtiers. En même temps, il faut aussi investir dans l'innovation. Il y a beaucoup d'endroits où on sait la technologie, l'innovation peuvent nous aider pour faire mieux notre métier. Et c'est important de commencer par la complexité de notre métier. Beaucoup de fois, je reçois le feedback, et c'est un feedback très justifié, votre business est très complexe,
est-ce qu'on ne peut pas simplifier? Et je pense que la technologie nous donne le moyen de simplifier. Il y a aussi la question, comment on peut pas uniquement simplifier en matière de technicalité, mais aussi en termes de relationnel. Et là, le mélange entre les relations physiques, mais aussi les relations digitales, ça nous donne une opportunité qui est très, très différente en termes d'amélioration de notre service et aussi de voir comment on peut vraiment être plus innovatif dans notre modèle. Et ça, c'est le deuxième grand changement chez AXA qu'on a déclenché. J'ai parlé du changement de profil de risque, mais on a aussi se dit il faut qu'on change la dynamique de notre métier. On était très bien dans le paiement de sinistres. Il y a toujours des endroits où il faut qu'on s'améliore, mais ça ne suffit plus comme service. On a la capacité, le client a la volonté qu'on travaille ensemble pour aider les clients pour vivre une meilleure vie d'entreprise. Ça veut dire pour travailler ensemble que le sinistre puisse être évité. Et cette notion qu'on a utilisée du payer au partenaire, j'y crois profondément. On doit changer, évoluer le modèle pour que le sinistre devienne l'exception dans la relation et l'essentiel se focalise sur comment on peut travailler ensemble pour qu'on puisse vivre une meilleure vie. Et certainement, la partie donnée nous donne beaucoup d'opportunités de gérer et d'inventer des produits complètement différents. J'ai parlé avant du risque cyber. Une couverture cyber qui est aujourd'hui beaucoup demandée ne suffit pas en tant que couverture. Il faut le combiner avec des services, avec des données pour aligner les intérêts et pour mieux gérer les intérêts et ce sujet du risque cyber. La même chose est vraie pour les risques climatiques. Aujourd'hui, on a des moyens avec des données pour travailler sur des produits paramétriques qui sont des innovations où on peut vraiment aider nos clients pour vivre une meilleure vie entrepreneuriale. Et c'est certainement aussi le cas pour les risques de réputation, pour les risques de mobilité en termes de flotte automobile, mais aussi pour le risque de chaîne de valeur dans les entreprises. Je crois profondément tous les risques qu'on voit sont une vraie opportunité pour nous. On est là pour agir. On a tous ensemble une responsabilité sociale de faire bouger et de faire évoluer les sociétés. Et ce dialogue, cet échange, ce travail ensemble est très, très important qu'on puisse réussir ensemble. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite vraiment des très belles rencontres d'Amray. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose de me rejoindre ici pour discuter un moment. Merci Thomas Buberl. Quelques questions autour de ce que vous nous avez dit à l'instant. Vous avez commencé par parler de l'Europe, ce risque qui n'avait pas été identifié, dites-vous, à Davos. On parlait du risque États-Unis, on parlait du risque Chine, mais pas l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, est un peu au centre de l'actualité sur le plan économique, puisque la Commission de Bruxelles, en tout cas c'est ce que Bruno Le Maire a annoncé ce matin, s'apprêtait à refuser l'alliance entre Alstom et Siemens. Alors je ne vais pas vous demander de commenter cette donnée un peu technique, en tout cas cette actualité entre guillemets ferroviaire, mais plutôt vous demander si, à votre avis, face aux États-Unis, face à la Chine, non pas face à ces risques, mais face à leur puissance, est-ce que l'Europe est naïve ?
Je pense que l'Europe doit trouver son propre chemin. Et ce cas de ce matin, et c'est vrai, je suis assureur, je ne suis pas un expert de chemin de fer, et je reste... Moi, je suis journaliste et donc je suis expert en tout, c'est pour ça que je vous pose la question. Ah super, voilà. Voilà. Il faut que je devienne journaliste. Non, mais clairement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la question suivante. L'Europe est dans la recherche de sa future. Et la recherche, à mon avis, doit se fonder sur ses atouts importants, les valeurs de l'Europe. Parce que l'Europe, à mon avis, est la troisième voie dans le monde. On a des valeurs très fortes. On était assez audacieux aussi dans les développements juridiques. Si vous prenez la GDPR, la régulation sur les données, c'est l'Europe qui a vraiment été en lead de ça. Et on a certainement aussi des atouts très importants où on peut contribuer dans le monde. Et je pense dans cette recherche, il ne faut pas se focaliser comment on peut copier les Américains, dans le sens comment on peut créer un Google européen, un Facebook européen. Ça, c'est un peu Franchement, cette bataille est perdue. Il faut se focaliser quelles sont nos forces. J'ai parlé du climat, on a l'aviation, on a la santé. Et à mon avis, il faut trouver nos forces et qu'est-ce qu'on peut faire pour nous renforcer là. Et ça veut dire un choix clair des priorités, mais aussi en même temps un commitment en sens de financement européen pour que ces entreprises, pour que ces industries peuvent se développer. Et dans votre métier de l'assurance, l'Europe est comment dire, elle est compréhensive, vous pouvez grandir, vous avez encore des marges de progression dans cet univers-là? Ah mais certainement, parce que je veux dire, la régulation, c'est comme la pluie ou le soleil. On ne peut pas, je veux dire, changer le temps. Il faut toujours trouver son chemin. Et on a trouvé notre chemin, mais c'est clair que notre intérêt est très aligné avec l'intérêt des politiciens. Si on parle sur la question de croissance en Europe, on a beaucoup d'idées. Qu'est-ce qu'on peut changer pour que, par exemple, cet aspect de financement de l'économie puisse être mieux géré aussi par la contribution des assureurs? Vous avez parlé du cyber et du risque de cybersécurité. Dans cet univers digital, il y a un mot qui inquiète beaucoup d'entreprises, c'est la disruption. Le fait que des petits génies trouvent une faille et une manière de faire différemment le métier, de le faire de façon en grande partie dématérialisée, d'aller plus vite, d'avoir des données plus rapidement, de les exploiter mieux. Est-ce que l'assurance aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous dire aujourd'hui, relativement tranquille, je ne suis pas menacé par quelqu'un qui viendra faire ce métier totalement différemment, de façon totalement digitale et qui me déstabilisera? J'ai appris de mes deux prédécesseurs, il ne faut jamais être tranquille parce que le moment où on est complaisant, c'est le début de la fin. Donc, il faut toujours être vigilant. Et certainement, vous avez raison, il y a des nouveaux concurrents qui arrivent, des concurrents digitaux qui veulent se projeter dans notre métier. C'est ce qu'on a vu jusqu'ici. On a vu peu qui nous ont attaqués sur notre métier corps. Et moi, encore une fois, je prends toujours la voie positive là-dedans. Je reconnais leur désir d'aller dans l'assurance et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, les assureurs, pour les aider pour être plus vite? Et je pense changer la notion du concurrent au partenaire, ça aide les deux côtés parce qu'encore une fois, ces nouveaux concurrents nous donnent aussi une stimulation de bouger plus vite. Et j'y crois beaucoup au partenariat des deux côtés et c'est exactement ce qu'on fait. Partenariat avec des petites entreprises, des start-up? Petits et grands. Alors, par exemple, j'ai rencontré ce matin le directeur général d'Oscar. C'est une nouvelle entreprise aux États-Unis dans la santé. Et on travaille très bien ensemble avec eux parce qu'on a dit, bon, on peut beaucoup apprendre, ils ont besoin de nous et ça marche très, très bien. Et on a aussi des grandes entreprises comme Uber où on a un partenariat. Uber a clairement aussi le désir d'être dans ce domaine-là, mais on a trouvé un accord pour bien travailler ensemble. Et est-ce que vous trouverez un accord ou est-ce que, au contraire, il faut craindre que Amazon ou Google se mettent dans ces métiers-là?
Certainement, il faut toujours être vigilant, mais encore une fois, moi... La tentation existe chez eux. Hein, la tentation existe de tout faire. Oui, Amazon est tenté de fabriquer, de distribuer de l'électricité, probablement de faire des produits d'assurance. Je sais, mais on est sportif aussi. Pour moi, c'est plutôt... Donc c'est une façon un challenge en quelque sorte. Vous avez parlé des gilets jaunes, bien sûr, et de la responsabilité des entreprises pour essayer d'apporter leur part de réponse à cette crise des gilets jaunes. Est-ce que vous avez été frappé comme moi que, en tout cas dans les premières semaines, aucune des revendications des gilets jaunes ne s'adressait directement à l'entreprise? La crise part d'un ras-le-bol fiscal. Ce ras-le-bol fiscal se traduit par un manque de pouvoir d'achat, mais ce pouvoir d'achat, on ne le demande pas aux entreprises, on le demande à l'État, on demande à l'État de percevoir moins. Comment expliquez-vous ça? Je pense qu'on a vécu 2 phases de gilets jaunes. La première phase, c'était vraiment le sujet pouvoir d'achat. Et je pense que l'État a donné une réponse très très claire avec des moyens assez forts. 11 milliards. Oui, 1 minute égale à 1 milliard. Exactement, 11 minutes, 11 milliards, c'est vrai. C'est ça. Mais c'était la première phase et je pense que l'État a bien agi de donner une réponse. Maintenant, nous sommes dans la deuxième phase qui est plutôt orientée contre l'État et pour je veux dire, la simplification de l'État. Et si vous parlez à ces gens, et moi je le fais quelquefois le dimanche, pour comprendre au rond-point quel est le problème. Et je pense que le problème est aujourd'hui, oui, c'est le problème de pouvoir d'achat, mais il y a un autre problème extrêmement fondamental, c'est le problème de l'isolation. Ces gens sont isolés. Il y a une dame qui m'a dit, bon, je n'ai pas parlé à personne pendant 1 mois avant les Gilets jaunes. Et je pense que c'est une nouvelle forme de se mettre ensemble, une nouvelle communauté pour échanger, et ils cherchent le dialogue. Et je pense qu'il faut qu'on prenne ça très au sérieux, parce que le dialogue, ça nous a fait grandir. Ça nous a fait grandir dans notre démocratie et pour moi c'est clairement le signal, pas uniquement au niveau de l'État mais aussi dans l'entreprise. Le dialogue est important, il faut qu'on se mette au dialogue, qu'on échange et qu'on trouve ensemble la meilleure manière pour progresser. Une dernière question justement à propos de ces gilets jaunes et de ce sentiment d'être perdu, d'être ignoré, qu'une partie des gilets jaunes, vous le disiez à l'instant, fait ressortir dans les discussions qu'on peut avoir effectivement avec leurs représentants ou directement sur les ronds-points. Une des critiques, c'est les services publics nous ont abandonnés. On veut moins d'impôts, mais plus de services publics près de chez soi. Est-ce que les entreprises comme vous, qui avez, j'allais dire par nature, des relations avec tous les Français, absolument tous les habitants de ce pays, est-ce que des entreprises comme les vôtres ont un rôle ou bien de substitution, ou bien en complément du service public pour avoir un contact avec les Français? Mais certainement, parce que je pense dans la durée, l'État s'est aussi éloigné du citoyen à cause d'une centralisation plus forte. On a beaucoup de réformes à faire en France et je suis tout à fait d'accord. Il faut continuer et progresser avec les réformes, les retraites, la dépendance, tous les sujets importants, mais en même temps, il faut que les entreprises jouent aussi leur rôle parce qu'il y a beaucoup d'entreprises en France qui sont bien implémentées dans les territoires. Aider et jouer ensemble pour que ce dialogue, pour que ce soutien local se fasse. Merci beaucoup, merci pour ce discours, merci pour toutes ces réponses à nos questions. Merci Thomas Buberl d'avoir ouvert avec Brigitte Boucaud ces 27e rencontres de l'AMRAE.